Le 5 juin 1453, sur la grande place de Poitiers, on a dressé un échafaud. Pas pour une exécution. Un homme y monte et s'agenouille. On lui a retiré son chaperon et sa ceinture. On lui a placé dans les mains une torche de cire de 10 livres, allumée. Il doit demander pardon au roi, à voix haute, devant la ville. Cet homme a financé la reconquête de la Normandie. Il a fait bâtir à Bourges un palais que l'on visite encore aujourd'hui. Il est, ou il était, l'homme le plus riche de France. Et à cet instant précis, personne sur cette place ne serait capable de dire exactement de quoi il est coupable. Pas même lui. Le procès de Jacques Coeur présente une particularité de procédure assez remarquable. Ses juges lui devaient de l'argent. Non pas au sens vague où toute la cour de France lui devait de l'argent, ce qui était par ailleurs parfaitement exact, au sens précis où les hommes chargés d'instruire son dossier figuraient soit parmi ses créanciers, soit parmi les futurs propriétaires de ses biens confisqués. On appelle cela, dans les manuels, un conflit d'intérêts. On appelait cela, en 1451, une commission extraordinaire. Nous allons donc examiner ce dossier exactement comme il a été construit, chef d'accusation par chef d'accusation. Et nous allons compter, à la fin, combien il en reste debout. Février 1450, au manoir du Ménil-sous-Jumièges, en Normandie. Agnès Sorel a 28 ans. Elle est la première femme de l'histoire de France à porter officiellement le titre de favorite du roi. Elle vient d'accoucher. Elle meurt en 3 jours. Pendant 18 mois, il ne se passe rien. Puis, la rumeur se forme, et la rumeur finit par prendre la forme d'une accusation écrite. 2 personnes la portent. Un Italien, Jacques Colonna, et une dame de la cour, Jeanne de Vendôme, épouse de François de Montberon. Toutes les notices, depuis la grande histoire de Charles VII, de Georges Dufresne de Beaucourt, relèvent au sujet de cette dame le même détail, et c'est le seul qui compte. Elle devait de l'argent à Jacques Coeur. Le 31 juillet 1451, au château de Taillebourg, près de Saint-Jean-d'Angély, Charles VII entend son grand conseil. Il décide d'imputer à son argentier le crime de lèse-majesté. Arrestation immédiate, prison fermée, bien sous séquestre. Et dans l'ordre d'arrestation, une ligne qui vaut tous les commentaires. Le roi se réserve sur les biens saisis une grosse somme d'argent pour la guerre de Guyenne. Le chef d'empoisonnement est le premier à tomber. Il est écarté du dossier presque aussitôt et il ne reviendra jamais. Restait la question de fond. Agnès Sorel a-t-elle été empoisonnée ? En septembre 2004, une équipe conduite par le médecin légiste Philippe Charlier exhume ses restes. Les résultats sont annoncés à Loches le 2 avril 2005. Dans le bulbe des cheveux, une quantité de mercure que Charlier qualifie lui-même d'astronomique. 10 000 à 100 000 fois la dose thérapeutique de l'époque, absorbée dans les 48 à 72 heures qui ont précédé la mort. Et c'est là qu'il faut être précis, parce que presque tout le monde s'arrête une phrase trop tôt. Charlier ne conclut pas au meurtre, il pose 3 hypothèses. L'assassinat, l'erreur de dosage de l'apothicaire, le suicide. Et il dit ne pas pouvoir trancher. L'analyse parasitologique a par ailleurs montré qu'Agnès Sorel souffrait d'ascaridiose, que l'on traitait précisément, au XVe siècle, par des sels de mercure. Autrement dit, 5 siècles et demi plus tard, la science moderne confirme l'empoisonnement et rend le meurtre moins probable qu'avant l'analyse. Le dossier était vide en 1451. Il est encore vide aujourd'hui. Et pourtant, Jacques Coeur va rester enfermé 22 mois dans 5 prisons successives. La question n'est donc plus de savoir qui a tué Agnès Sorel. La question est de savoir pourquoi cet homme est en prison. Il est né à Bourges, vers 1395, fils d'un marchand pelletier. Rien ne le destine à la cour, et il y entre par la porte la plus prosaïque, la monnaie. Maître de la monnaie de Bourges, puis argentier du roi à partir de 1439, en parallèle, il construit autre chose. Des galères armées à Aigues-Mortes, Montpellier, Marseille. Des comptoirs jusqu'à Alexandrie, Beyrouth, Damas. Des facteurs, ses représentants, par centaines. Il importe les épices, la soie, les tapis. Il exporte les draps du royaume. Michel Mola, qui lui a consacré l'essentiel de sa carrière, résume tout cela d'une formule. L'esprit d'entreprise. Et pendant qu'il commerce, il prête aux courtisans, aux princes du sang, à la reine, au roi. 1443, il lance à Bourges le chantier de sa maison.
Ce n'est pas une maison, c'est une déclaration. Le journal du procureur, qui liquidera plus tard sa fortune, nous y reviendrons, note qu'à la condamnation, l'escalier de 87 marches est déjà posé. Puis vient le point de bascule. 1449-1450, la reconquête de la Normandie. Charles VII n'a pas les moyens de cette campagne. Jacques Coeur les avance, et c'est là que tout se joue. Un roi qui reconquiert son royaume à crédit finit par se poser une question très simple. Combien coûterait-il de ne pas rembourser ? Un mot, parce que tout le dossier tient dans ce mot. Argentier du roi, ce n'est pas trésorier. Le trésorier gère l'argent public. L'argentier, lui, est le fournisseur de l'hôtel du roi. Il achète les étoffes, les joyaux, les armes, les épices dont la cour a besoin, et il les avance sur sa propre bourse. Il se rembourse ensuite sur les recettes royales. Vous voyez immédiatement le problème. Dans cette charge, la fortune personnelle et la finance de l'État circulent dans le même coffre. Ce qui, en temps ordinaire, fait de vous un homme indispensable. Et ce qui, le jour où l'on décide de vous perdre, fait de vous un homme dont chaque opération peut être requalifiée en concussion. Le chef d'empoisonnement est tombé. La commission en cherche donc d'autres. Et elle en trouve. Premier, avoir conspiré contre le roi. Il s'en justifie sans difficulté. Abandonné. Deuxième, avoir fait sortir du royaume de l'or, de l'argent et du cuivre. C'est exact. C'est aussi la définition même du commerce au long cours qu'il pratiquait avec l'autorisation du roi depuis 20 ans. Troisième, avoir battu monnaie légère, c'est-à-dire allégée en métal précieux, du temps où il dirigeait la monnaie de Bourges. Grief ancien, déjà réglé à l'époque. Quatrième, la fraude fiscale, notamment par le trafic du sel en Languedoc et les exactions commises dans la levée des impôts. Cinquième, avoir enlevé des hommes pour les mettre à la rame sur ses galères. Sixième, et c'est le point d'orgue de l'affaire, avoir renvoyé en Égypte un esclave chrétien qui s'était réfugié à bord d'un de ses navires, parce que le sultan le réclamait. Celui-là est différent des autres. Il est moralement lourd. Il touche à la chrétienté et non à la comptabilité. Et c'est le seul pour lequel les juges emploieront les rigueurs de la procédure extraordinaire. Faisons les comptes à mi-parcours. Un empoisonnement écarté, une conspiration abandonnée, un trafic de métaux qui était son métier, une monnaie légère vieille de 15 ans. Il reste le sel, les rameurs et l'esclave. Quand on doit 6 chefs d'accusation à un homme pour être sûr d'en faire tenir un, c'est en général que l'on n'a pas cherché un coupable, on a cherché un motif. Si vous appréciez ce genre d'arithmétique, l'abonnement est gratuit et la cloche ne coûte rien non plus. Contrairement à Jacques Coeur, vous ne serez pas facturé. Il faut comprendre une chose désagréable. Ce procès est irrégulier sur le fond, mais il est régulier dans la forme. La procédure extraordinaire, dite inquisitoire, se déroule au secret. L'accusé ne connaît pas le détail des charges, il n'a pas d'avocat, il ne confronte ses accusateurs que si les juges le décident. Les interrogatoires alternent les intimidations, les confrontations et, si le cas le permet, la question, c'est-à-dire la torture. Tout cela est autorisé par le droit du royaume. C'est précisément ce qui rend la condamnation inattaquable. On n'a violé aucune règle, on a simplement choisi les juges. En 1974, l'historien Robert Guillot publie le dossier du procès. Il y joint une pièce restée pratiquement inconnue jusque-là, une copie faite probablement en 1462 de la minute des derniers interrogatoires. Ce document a une particularité troublante. Nous n'avons que les réponses. Les questions ont disparu. On entend un homme parler dans une pièce dont on ne perçoit plus les autres voix, et l'on suit, ligne après ligne, ce qu'ils lui font. On lui ôte le chaperon, la ceinture, le pourpoint, on lui lie les bras. Il n'a pas encore été touché, et il dit déjà qu'il avouera tout ce qu'on voudra. Il avouera en effet presque tout. Il n'avouera jamais l'empoisonnement d'Agnès Sorel. 29 mai 1453, château de Lusignan. Devant le roi et toute la cour, le chancelier Guillaume Jouvenel des Ursins lit l'arrêt. Jacques Coeur est reconnu coupable. 400 000 écus, 100 000 au titre de la restitution des exactions, 300 000 d'amende. Confiscation de tout le reste au profit du roi. Prison jusqu'au paiement intégral.
puis bannissement hors du royaume à perpétuité et interdiction à vie de tout office royal. Sur un seul point, l'arrêt fait une chose extraordinaire. Sur l'empoisonnement d'Agnès Sorel, il ne le déclare pas coupable. Et il ne le déclare pas innocent. Il écrit qu'il n'ait fait aucun jugement, et pour toute explication, pour cause. 3 ans d'instruction pour laisser le soupçon exactement là où on l'avait trouvé. Le 2 juin, à Poitiers, on lui commande de payer. Le 5 juin, l'échafaud, la torche, le pardon demandé à genoux. Et maintenant, la seule question qui reste. On l'accuse de lèse-majesté, de trahison envers la chrétienté, de complicité avec les infidèles. Ce sont des crimes capitaux. Pourquoi ne le tue-t-on pas? L'arrêt donne les raisons officielles, les services rendus à la couronne et l'intervention du pape. Elles sont réelles, elles ne sont pas suffisantes. La vraie raison est arithmétique. Un mort ne rembourse pas 400 000 écus. Ce document n'est pas un jugement, c'est une facture. La facture, il ne la paiera jamais. En octobre 1454, il s'évade de sa prison de Poitiers. La suite ressemble à un roman, à ceci près qu'elle est documentée. Les dominicains de Limoges le cachent. Les franciscains de Beaucaire le recueillent en février 1455. Ces anciens facteurs, restés fidèles, gens de village en tête, organisent l'exfiltration par la Provence. Le 16 mars 1455, il entre dans Rome. Le pape Nicolas V le reçoit avec les honneurs. Nicolas V meurt. Son successeur, Calixte III, fait mieux. Il confie à ce banni, condamné pour avoir commercé avec les infidèles, le commandement d'une flotte envoyée au secours de Rhodes contre les Turcs. Il tombe malade en route. Il meurt à Chios, le 25 novembre 1456, sur une expédition de la chrétienté contre l'islam. 4 ans après avoir été condamné pour trahison envers la chrétienté au profit de l'islam. Une dernière chose, et c'est un défi que je vous lance. Tout ce que nous venons de raconter n'est pas une reconstitution. L'arrêt de condamnation existe encore. C'est un rouleau de 28 membranes de parchemin scellé du Grand Sceau, conservé aux archives départementales de la Loire, dans le fond du duché de Roannay, sous la cote E2. 28 membranes. Il a fallu cette longueur pour justifier ce qui tient en une ligne. Le roi devait de l'argent à cet homme. Allez le voir. Écrivez-nous ce que vous y trouvez. Une remarque pour finir, purement statistique. Enguerrand de Marigny, grand argentier de Philippe le Bel, pendu en 1315. Jacques Coeur, argentier de Charles VII, condamné en 1453. Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, embastillé en 1661 et mort en prison. 3 hommes qui ont financé la couronne, 3 procès, 3 confiscations au profit du souverain. On dira que c'est une coïncidence. C'est en effet le mot que l'on emploie quand la même chose se produit 3 fois. Si cet épisode vous a plu, la suite de la série Grand Procès est déjà en préparation et vous nous aiderez beaucoup en le partageant. C'est gratuit et nous tenons à le préciser vu le sujet.